Bonjour à tous. Donc, juste un petit rappel par rapport au matériel végétal. La sélection du matériel végétal a toujours eu pour mission de s'adapter aux conditions. C'est-à-dire qu'on a sélectionné du matériel pour dompter la vigne. Plus tard, pour faire face à des maladies virales qui étaient problématiques sur les différents vignobles, comme le cornouer et l'enroulement. Et plus récemment, pour faire face à un problème de surproduction. Donc voilà, la problématique d'adaptation du matériel végétal a toujours existé chez la vigne. Donc aujourd'hui, le matériel végétal va avoir des nouveaux défis. Ça ne veut pas y aller avec les flèches, mais elle ne marche pas la flèche. Ça marche pas? Ouais, okay. Ça marche, c'est bon. Donc en fait, le matériel végétal aujourd'hui va avoir trois nouveaux défis à relever, qui est tout d'abord l'avancement de la date de vendange et notamment la meilleure maturité qu'on peut connaître sur les cépages bourguignons, l'augmentation des rendements qu'on peut imaginer, même si aujourd'hui c'est pas ce qui fait, c'est pas ce qui remplit les cuves, et surtout la sauvegarde de la qualité de la typicité des vins de Bourgogne. Donc mon diaporama est axé vraiment sur les vins de Bourgogne et sur aussi la problématique qu'on a en Bourgogne d'avoir des monocépages, des vins de monocépage, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul cépage pour un vin et où il est plus difficile justement de jouer entre la maturité et notamment la maturité phénolique et le gain d'acidité qu'on peut rapporter avec un assemblage de différents cépages. Donc, on va reprendre les faits. Quand j'étais étudiant, fin 90, début 2000, les vendanges étaient fin septembre, début octobre, il faisait pas beau. Et souvent, le facteur déclenchant de la vendange, c'était l'état sanitaire. Surtout sur le pinot noir, où il fallait se dépêcher de ramasser les raisins parce que ça pourrissait et qu'il fallait vite rentrer les cuves. Aujourd'hui, depuis début 2000, on vendange en short, il fait beau, les conditions de maturation sont plutôt bonnes. Donc, en tant que vendangeur, on y a gagné. Maintenant, pour la qualité, je pense qu'on y a gagné aussi. Et la maturité des cépages bourguignons n'est beaucoup moins un problème aujourd'hui. Alors, quelles sont les causes de ces changements? Alors, on a vu... Les exposés précédents ont bien montré l'évolution climatique avec le décrochement qu'on a eu à partir de 87-88 sur une augmentation de la température globale bien marquée. Mais il y a d'autres phénomènes qui sont venus se rajouter. À partir des années aussi 90, on a cherché aussi à améliorer cette maturité, notamment des raisins rouges, en installant du matériel plus précoce, sur des porte-relèves plus précoces, sur des secteurs aussi plus précoces, qui fait qu'on a une somme de facteurs qui sont accumulés, en plus de ce réchauffement climatique, qui ont fait que, oui, aujourd'hui, le pinot noir a plus de facilité à mûrir et mûrit plus tôt. Et ça, c'est aussi un des effets du matériel végétal et de la réponse à laquelle on lui avait posée, qui était de dire aujourd'hui il nous faut des pinots qui mûrissent mieux, il faut des pinots qui soient moins chargés, il nous faut des pinots qui fassent moins de raisins pour avoir moins de travail dans les vignes. Donc ça montre aussi l'adaptation du matériel végétal et qui permet donc de changer et d'évoluer. Pour contrecarrer cet effet d'avancement de la maturité, les intervenants précédents l'ont déjà évoqué, le choix du porte-greffe est pareil quand même un des facteurs clés de cette adaptation, puisqu'il fait l'interface entre le sol et l'appareil végétatif. Donc on a parlé tout à l'heure de stress hydrique aussi. Donc paradoxalement, en 2015, la plante a bien réagi au stress hydrique parce qu'il a été marqué et assez constant tout au début du cycle végétatif. La plante a plus de mal à réagir par rapport à un stress hydrique quand il est brusque. C'est-à-dire que quand on a des printemps humides et brusquement au mois de juillet, on a des fortes chaleurs et là on a un déficit hydrique, là la plante a beaucoup plus de mal. En 2015, ça n'a pas été le cas. La plante, elle a été habituée au stress. Et du coup, elle s'est mise un petit peu en stand-by, elle a arrêté de faire quoi que ce soit, elle s'est passée la période critique et elle s'est remise à pousser par la suite. Et c'est ce qu'on a pu voir, les plantes reverdir par la suite.
Donc ça, c'est une chose qui permet d'illustrer un peu la plasticité du matériel végétal, des cépages, qui a été évoqué un peu précédemment, et de se dire, bah oui, nos cépages, c'est un problème, c'est un monocépage, mais on a aussi une flexibilité intrinsèque au niveau des cépages qui permettrait de aussi faire face à ces disparités qu'on a interannuelles, comme le disait tout à l'heure Christine, et permettent donc une meilleure adaptation de la maturité. Donc le porte-ref, lui, pourrait apporter justement aussi une évolution au niveau de la longueur du cycle végétatif, parce qu'aujourd'hui, alors, dans les années 80-90, vendanger fin septembre, début octobre sous la pluie, dans des conditions pas terribles, c'était un fait. Aujourd'hui, on est arrivé à des conditions de vendange autour du 15 septembre qui sont plus favorables à la fois à la qualité et à la maturité, mais aussi à la récolte. Donc il serait peut-être intéressant de maintenir cette date de vendange dans cette période-là. Et pour la maintenir, on voit que la maturité avance. Donc là, c'est là qu'on peut jouer avec le porte-greffe pour augmenter la longueur du cycle végétatif et avoir des porte-greffes qui sont un peu plus vigoureux, qui augmentent le cycle végétatif. Et également qui augmenteraient un petit peu la vigueur pour aussi augmenter les rendements, parce que voilà, sur les dernières années, c'était quand même difficile de remplir les cuves. Par contre, au niveau du choix du greffon, là, il faut faire attention de ne pas partir dans un extrême et avoir du matériel qui est trop productif, parce que le greffon fait quand même 80% de la qualité du vin final. Donc il est important de maintenir des greffons de qualité, donc un appareil aérien de qualité, et de jouer sur la variable porte-greffe, plus que de multiplier du matériel qui va être plus productif ou qui aura un cycle végétatif plus long au niveau du greffon. Dans un premier temps, après, à l'horizon 2050, ce sera peut-être plus intéressant de voir autre chose. La maturité est bonne aujourd'hui. Par contre, on l'a vu, et Jean-Luc en parlera après, on a des défauts d'acidité aujourd'hui qui se font ressentir. Donc voilà comment on pourra pallier ces défauts d'acidité par l'assemblage de plusieurs clones dans une même parcelle, ou la sélection de greffons qui seraient plus tardif, avec une acidité résiduelle plus importante. Mais là, le problème de la sélection, c'est qu'il faut 20 ans pour sortir quelque chose d'intéressant par rapport à une problématique. Donc aujourd'hui, on a créé des clones qui correspondent aux demandes qu'on avait dans les années 90, où on avait une surproduction. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que pour faire de la sélection, il faut que les sélectionneurs aient quelque chose à se mettre sous la dent. Donc là, il y a un gros défi aussi dans la sauvegarde du patrimoine génétique, que ce soit sur l'ensemble des cépages bourguignons, pour avoir un pool d'individus dans lequel on pourra piocher pour faire ces sélections qui soit le plus large possible, pour pouvoir avoir une adaptation la plus facile possible des cépages bourguignons. Vu qu'on est sur un monocépage, on n'aura pas le choix, il va falloir avoir un maximum d'individus différents pour permettre d'affronter l'avenir. Alors, je sais, c'est paradoxal, mais on s'attend aussi à une augmentation des rendements. Alors pourquoi une augmentation des rendements? Alors ça, c'est une étude qui avait été faite par Christian Schneider et Eric Duchesne dans les début des années 2000, qui avait montré que les problèmes de mise en réserve des pieds de vigne après la vendange induisaient une baisse de la fertilité et une baisse du nombre d'inflorescences dans les baies. Alors ça, je sais pas, je l'ai pas vu. Si, on l'a vu en 2014. En 2014, notamment sur les pinots, on a eu des gros soucis d'ahoutement des bois qui ont fait que les plants ont eu du mal à mettre en réserve. 2015, qu'est-ce qui est arrivé? On avait une faible sortie de raisin, avec des raisins qui étaient petits, et combiné à une année précoce, chaude, etc., a fait que, millésime précoce et petite vendange. Donc ça, c'est un fait qui est avéré, et pour illustrer tout ça aussi, et puis les changements climatiques, j'ai ressorti un vieux truc qui date de 88, qui étaient des fiches qui avaient été faites par le GRAPVI, qui est un organisme de sélection, de prémultiplication locale, où on a la fiche du Pinot 115, bien connu, qui est une référence dans les pinots qui étaient plantés. Et on voit sur cette fiche
Alors on ne voit pas parce que c'est un PDF et puis... Ah, perdu. Je reviens. Hop, je cherche le pointeur. Ah, oh. La flèche en haut. Bon, ça marche pas. On va faire à l'ancienne. On va faire comme ça. Donc ici, on voit que le poids moyen d'une grappe est de 70 à 95 grammes. Voilà, c'est ce qui est annoncé dans les années, fin des années 80, sur les travaux de sélection qui avaient été menés par les instituts locaux, donc à TVB, Jean Agriculture de Saône-et-Loire, en consultation avec l'ANTAV. Merci d'avoir passé le diapo, ça tombe bien. On est quand même pas mal. Hein. Et là, du coup, ce même individu, 115, j'ai regardé moi les données que j'avais dans mes autres parcelles de comportement ou de sélection de nouveaux clones. Et là, je me suis rendu compte que tous les essais qu'on avait dans les années 90 et 2000, le poids des grappes était compris entre 95 et 120 grammes. Donc, ce qui montre une augmentation de quasiment 50% du poids de la grappe pour le même individu de départ qui avait été sélectionné dans les années fin 60, début 70. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a une évolution aussi du matériel naturel aujourd'hui vers une plus grande production. Donc on peut s'attendre à une augmentation du rendement avec des conditions de maturation des bois qui seront meilleures, et des grappes qui risquent d'être un petit peu plus grosses. Donc les conséquences les plus importantes pour le pinot noir, c'est que cette augmentation de la taille des baies, elle est inversement proportionnelle à la richesse des vins en composés aromatiques, puisqu'on va avoir des phénomènes de dilution, et notamment aussi de l'intensité colorante. Et on peut dans le cas où vraiment ça marche là ? Ah, ça marche là. Vraiment, si on revient en surproduction, on retourne sur une baisse de la qualité des vins qui a quand même bien évolué depuis les années 80, surtout sur les rouges bourguignons. On a quand même une qualité des vins qui a bien augmenté, donc ce serait dommage de revenir en arrière et d'avoir à nouveau ces phénomènes de surproduction. Et comme on le connaissait aussi, les surcharges des travaux en verre avec, par exemple, les vendanges en verre pour essayer de limiter la production. Donc les pistes, c'est sélectionner des individus avec des baies plus petites, voire un léger mirandage. Alors c'est ce qu'on a fait. Par exemple, là il y a un nouveau clone qui s'appelle le 1185, pour son petit nom, sélectionné en 2013, où là on voit sur la grappe, on a à peu près 30% de mirandage, on a 30% de petites baies, et un rapport donc... un rapport jus-pellicule qui est intéressant et qui permet d'augmenter le taux d'anthocyanes. Donc ça, c'est une commande qu'on avait dans les années 90, parce qu'on était en surproduction, on avait des vins qui avaient du mal à mûrir. Et on arrive aujourd'hui avec ce clone qui paraît intéressant, mais pour les années 90, pour aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'il est intéressant? On ne sait pas. Mais peut-être qu'à l'avenir, il sera peut-être intéressant parce qu'on sera peut-être dans les phénomènes de surproduction et que ce sera peut-être un individu qui sera les plus prisés. On l'espère. L'augmentation des rendements, donc les conditions de réussite pour sélectionner des nouveaux individus, c'est de disposer donc d'un pool d'individus suffisamment dans les conservatoires. Donc là, vous avez une petite photo d'un conservatoire de Chardonnay qui est à côté d'un petit château de Pontus de Thiard sur la commune de Bissy-sur-Flay. Et je vous ai mis aussi une représentation graphique de travaux qui avaient été faits par Grégory Carrière et Loïc Lecquenf en 2012, qui avait pour but de représenter graphiquement la diversité génétique qu'on pouvait trouver sur le pinot noir grâce à des éléments transposables dans le génome. Enfin, ça, je ne rentre pas dans le détail. Ce qui était intéressant, c'est que pour l'étude, c'était le pinot noir qui avait été sélectionné. Pourquoi le pinot noir? Parce qu'il a plusieurs milliers d'années. Contrairement au Chardonnay qui a 400 ans et puis à Ligoté qui a à peu près 700 ans. Donc et en plus, c'est un des géniteurs de beaucoup de cépages. Donc les petits points rouges, c'est les individus de pinot noir qui ont été sélectionnés par la TVB, qui est l'Institut de sélection de Côte d'Or. Les petits points verts, c'est ceux qui ont été sélectionnés ici à la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire. Et en bleu, les pinots noirs qui ont été sélectionnés par le CIVC.
donc une autre région viticole qui aussi travaille beaucoup le pinot noir. On se rend compte quand même qu'il y a une diversité génétique qui est assez importante, et quelles que soient les zones de sélection, on retrouve des individus des trois régions viticoles, des 2 régions viticoles un peu partout. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que tous les clones se retrouvent quasiment dans le même secteur. Alors que ce soit des clones champenois, plutôt voués à une production de vin à base de crément, mais que ce soit aussi des clones qui ont été sélectionnés par des instituts pour faire des vins tranquilles, des vins riches, et voir des individus petits producteurs. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a une faible utilisation de la diversité génétique qu'on peut avoir sur le pinot noir. Donc on a encore de la marge, entre guillemets. On a encore des individus qui pourraient nous servir à l'avenir. Mais là, on n'a que à peu près 254 individus qui ont été sélectionnés. Il faudrait vraiment augmenter ce pool d'individus pour vraiment être sûr d'avoir assez de matériel à disposition pour affronter l'avenir. Sur la qualité et la typicité des vins, le fait est que les bons millésimes sont de plus en plus fréquents. Alors, c'est pas un mal. Pour les vins de Bourgogne, pour la vente des vins de Bourgogne, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. La richesse en sucre s'obtient rapidement. Ça, c'est bien aussi. Ça permet d'avoir des vendanges qui se passent dans de bonnes conditions et puis d'être moins confronté aux problèmes de botrytis. Mais par contre, on se rend compte qu'au niveau de la richesse en composés aromatiques, on peut s'attendre à une petite diminution de cette richesse, du fait que, et ça c'est Jean-Luc qui va en parler après, on a besoin d'avoir des nuits fraîches pour la synthèse de ces composés aromatiques. Et après, donc, on a tous en tête aussi des millésimes atypiques, comme 2003, avec des arômes atypiques. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Là, c'est la grosse incertitude. Et enfin, au niveau du stress hydrique durant la maturation, surtout sur les cépages rouges, on a aussi des gros soucis d'échaudage. D'où cette problématique de l'avancement aussi de la période de maturation des cépages rouges sur des périodes où le stress hydrique peut être encore présent et qui peut non seulement entraîner une augmentation rapide de la maturité, mais aussi des phénomènes de perte de rendement dus à l'échaudage. Donc les pistes d'adaptation, c'est bien sûr toujours le porte-ref qui permettrait justement d'allonger le cycle végétatif et de maintenir la période de maturation hors de ces moments de stress hydrique et de limiter cet effet d'échaudage. De sélectionner des individus, donc des clones, ou faire des sélections massales avec une maturation plus longue qui permettrait d'avoir une richesse en sucre qui vient moins vite et donc qui permettrait aussi d'avoir une richesse en composés aromatiques qui soit plus importante et qui permettrait aussi de maintenir la typicité des vins de Bourgogne. Mais pour faire ces études, il faudrait, je vais me retourner vers mon chef, il faudrait délocaliser en fait ces études dans des régions plus chaudes pour avoir les données. Essayer de transposer en fait le climat de la Bourgogne dans 20-30 ans et se positionner à faire les recherches dans des conditions plus chaudes. Inaki, il y a de la place Et une autre voie qui peut être aussi envisageable, c'est la création variétale. Alors on voit que par rapport aux maladies cryptogamiques, le réchauffement climatique va peut-être apporter quelque chose sur la pourriture, mais par contre sur l'oïdium ou sur le mildiou, on ne voit pas bien d'évolution bénéfique du réchauffement climatique. Donc là, la création variétale est en cours pour créer des cépages résistants aux maladies cryptogamiques. On peut imaginer aussi avoir des pinots-like ou des chardonnays-like, donc qui ressembleraient à des pinots ou à des chardonnays, qui soient à la fois résistants aux maladies, mais aussi qui soient aussi mieux adaptés au stress hydrique, à avoir une maturité un peu plus tardive et également à avoir un maintien de l'acidité un peu meilleur. Et enfin, la grande question, mais ça c'est les professionnels qui doivent y répondre, c'est quelle typicité des vins de Bourgogne? Est-ce qu'il y a une évolution aromatique des vins de Bourgogne qui est à attendre? Comme on a déjà connu une évolution depuis les années 70, les vins qui sont produits sont complètement différents. Donc voilà, est-ce que cette évolution est normale? Est-ce qu'elle doit continuer? Ou est-ce qu'il faut essayer de stabiliser l'évolution des vins de Bourgogne? Et là
c'est les professionnels qui doivent répondre. Pour conclure ma brève présentation, le matériau végétal est aujourd'hui un des leviers d'action pour faire face au changement climatique, parce que le climat, on le subit, donc il va falloir trouver des autres pistes d'action à côté. Donc le matériau végétal en fait partie. Les interventions à la vigne qui seront présentées par Sébastien juste après en est une autre. Donc les évolutions climatiques sont longues. On a vu qu'il y a un effet interannuel qui est important. Donc aujourd'hui, il ne faut pas non plus basculer dans un extrême, à vouloir remettre des porte-rêves tardifs avec des clones tardifs sur des terrains tardifs. Et il faut faire une adaptation avec minutie. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment avoir une adaptation parcellaire et réfléchir un peu autrement au niveau de chaque parcelle pour adapter vraiment le matériel végétal. Alors que jusqu'à présent, on disait il faut quelque chose de précoce pour que ça mûrisse bien et point barre, quelle que soit la situation parcellaire. Le choix de matériel doit aujourd'hui intégrer la notion donc de changement climatique, donc le raisonnement parcellaire, c'est ce que je viens de dire, a une grande importance, et surtout dans la contrainte des monocépages et au niveau de la Bourgogne. L'effet porte-greffe est un des piliers de cette adaptation du matériel végétal. Donc pour faire face aux nouvelles contraintes hydriques, pour ajuster le cycle végétatif et maintenir la période de maturation dans des bonnes conditions, et également d'ajuster la vigueur et le potentiel de production pour redonner aussi un peu de vie aux exploitations qui ont aujourd'hui un peu de mal à remplir les cuves. Et enfin, l'utilisation de la diversité génétique est importante. Donc les travaux de sélection sont à mettre en place avec des critères qui seront à définir en collaboration avec la profession. Et il faut laisser aussi de la place pour la création variétale qui peut être une piste d'avenir pour on va dire, la période post-2050 et l'évolution des cépages. Mais pour tout ça, même pour la création variétale, il faut une préservation du patrimoine génétique. Donc, et la mise en place de conservatoires et de sélection dans les domaines sont très importantes pour essayer de sauvegarder le maximum d'individus différents et d'avoir un maximum de richesse génétique pour affronter l'avenir. Conclusion générale, le matériel végétal offre des pistes d'action pour sauvegarder la typicité des vins de Bourgogne, on les a vus. Et il n'y a encore pas d'actualité, une révision d'encépagement, c'est-à-dire que là on est sur du moyen terme, on a vu sur du moyen terme, on a des actions, des leviers d'action, avant de vraiment réfléchir à si les vins de Bourgogne doivent vraiment changer en typicité et s'adapter avec d'autres cépages. Voilà. Merci. Merci Jocelyn.